1, 2, 1, 2. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus à cette conférence. Donc, je me présente, je m'appelle Johan Orzulik, je suis rédacteur pour la chaîne YouTube Le Ciné-Club de Monsieur Bobine de Julien Pavageau. Et voici donc à côté de moi mon ami, collègue et co-rédacteur Aurélien Goriou-Vallès, qui est également membre de l'équipe du Ciné-Club de Monsieur Bobine. Bonjour à tous et toutes. Et on vient donc vous parler de l'âge d'or, on va dire, du cinéma d'arts martiaux hongkongais, qui s'étend, on va dire, de milieu des années 70 jusqu'au, on va dire, milieu des années 80, fin 80, début 90. Et pour ce faire, je laisse la parole à Aurélien. Alors en fait, donc, comme disait Johan, c'est un âge d'or qui, on peut dire, commence vers le milieu des années 70, mais on va revenir au moins 100 ans avant pour contextualiser, parce qu'il y a une chose très importante dont on doit parler afin de pouvoir comprendre ensuite comment se déroule cet âge d'or, et les principaux noms sont liés à ça. Donc je vais m'expliquer, c'est que dans la province de Canton, durant la fin du 19e siècle, vivait un homme qui est devenu une légende, en fait un véritable mythe dans le sud de la Chine, qui se nomme Wong Fei-hung. Donc Wong Fei-hung était un médecin et maître d'arts martiaux qui tenait une clinique qui se nommait Boshilan, donc dans la ville de Foshan, aux alentours de Canton. Et ce maître d'arts martiaux, en fait, était aussi connu pour être un médecin qui prenait soin des pauvres qui ne pouvaient pas se payer de soins médicaux, et aussi avec un groupe de justiciers dont il était le chef, qui s'appelait les 10 tigres de Kwantung. Il faisait un peu régner la loi dans la province de Canton. Et donc pour protéger finalement les pauvres, la veuve, l'orphelin, ça, il a souvent été considéré comme une sorte de Robin des Bois chinois, Wong Fei-hung. Et ce maître d'arts martiaux, en fait, est devenu ensuite une des figures cinématographiques les plus répandues dans l'histoire du cinéma de Kung-Fu. Il y a eu des centaines de films sur lui. Et ce qui est important de savoir, c'est que Wong Fei-hung donc a eu de nombreux disciples, et un de ses disciples se nomme Lin Chirong, et ce fameux Lin Chirong, en fait, a ensuite été le maître d'un réalisateur chorégraphe qui est, on peut dire, le point de départ de l'âge d'or du cinéma d'arts martiaux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment toute une lignée martiale qui part de cet homme qui est devenu quasiment une figure mythologique, jusqu'à un réalisateur donc, qui se nomme Liu Xiaoliang ou Lo Kar-leung, ça dépend. En France, on entend souvent parler de lui sous le nom de Liu Xiaoliang, qui est son nom mandarin, et Lo Kar-leung, qui est son nom cantonais. Et donc Lo Kar-leung, donc descendant martial de Wong Fei-hung. Et donc le maître de Lo Kar-leung, donc le père de Lo Kar-leung, qui est son maître, était donc le descendant martial donc, de Lin Chirong, donc disciple de Wong Fei-hung. Excusez-moi, je m'embrouille un peu. Et donc le personnage de Wong Fei-hung a été, dès 1949, le premier héros de cinéma martial du cinéma cantonais. Il y a eu des centaines de petits films qui ont été faits sur ce personnage et qui étaient chorégraphiés justement par le père de Lo Kar-leung. Ensuite, Lo Kar-leung, dans les années 70, est devenu chorégraphe à son tour, a travaillé donc pour un studio célèbre qui se nomme la Shaw Brothers. Il a principalement travaillé sur des films de chevalerie ultra-violents qui étaient réalisés par un certain Shang-Chi. C'était des films en fait qu'il chorégraphiait, mais ça ne correspondait pas tant que ça aux valeurs martiales qu'il avait lui envie de communiquer. Et c'est à partir de 1975 qu'il a pu enfin passer à la réalisation et finalement faire des films qui lui ressemblent. Donc le premier film qu'il a réalisé se nomme The Spiritual Boxer, qui est considéré donc comme la première kung-fu comédie, et c'est ce genre de la kung-fu comédie qui a été vraiment le début de l'âge d'or. C'est-à-dire que donc la kung-fu comédie, c'est un genre qui était vraiment l'équivalent cinématographique des spectacles de rue
qui avait lieu donc, dans le canton Hong Kong ça, de l'époque, donc voilà, qui était un mélange de combat, d'acrobatie, de numéros très, très proches du cirque, avec vraiment tout un travail sur l'utilisation des accessoires, du décor. Et Lu Xiaoliang, sa particularité, c'est que, étant donné qu'il était issu d'une formation martiale très 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 orthodoxe et stricte, son style se démarquait vraiment par un côté ultra technique, pas forcément le plus spectaculaire et acrobatique, mais vraiment quelque chose de très très, comme je dis, très très technique, très très détaillé. Comment dire? Donc ensuite, donc ce type Lu Xiaoliang donc a continué à réaliser donc au sein de la Shaw Brothers des films dont certains classiques assez connus qui font partie donc des films de kung-fu généralement les plus recommandés, tels que la 36e chambre de Shaolin par exemple et ses suites. Donc il a continué ensuite à tourner de nombreux films dans le registre de la kung-fu comédie, jusqu'à un film qui est considéré plus ou moins comme le point d'orgue du genre et peut-être le dernier grand classique du cinéma martial de l'âge d'or hongkongais, qui se nomme Drunken Master 2, donc Combat de maître avec Jackie Chan, qui justement donc était l'association entre deux figures phares de la kung-fu comédie. Ceci dit, étant donné que ce sont deux personnalités au tempérament et à l'approche cinématographique et martiale très différentes, le tournage ne s'est pas particulièrement bien passé, mais ce qui reste malgré tout est un très grand film. Donc on reviendra un peu plus tard sur le style de Jackie Chan, qui est aussi une des figures majeures en fait de cette période d'âge d'or de la kung fu comédie et donc du cinéma d'arts martiaux hongkongais. Mais je vais donc demander à Johan de prendre la relève pour parler de Lu Xiaoliang. En fait, Lu Xiaoliang, pour faire un petit topo, on va dire, plus théorique, il est au cinéma d'arts martiaux hongkongais ce que pouvait être par exemple Mario Bava dans le cinéma d'horreur italien des années 60-70, et ou ce que pouvait être aussi un autre artisan comme Kenji Misumi vis-à-vis du cinéma de sabre, donc le shambara japonais. C'est-à-dire que c'est des artisans plus. Quand je dis artisans plus, c'est-à-dire que c'est des artisans qui, en fait, à partir des métiers annexes qu'ils ont fait dans le cinéma, alors pour prendre l'exemple de Mario Bava, c'était la direction de la photographie, et dans le cadre de Lu Xiaoliang, c'était son travail chorégraphique, vont pousser ces maîtrises qu'ils avaient auparavant au sein de leur approche de la mise en scène. Ce qui fait que vous allez avoir des films qui sont avec des standards beaucoup moins importants que ce qu'on pouvait trouver par exemple dans les grosses productions américaines, européennes par exemple, mais qui rivalisent sans problème en termes on va dire, d'efficacité de mise en scène et même de soins plastiques. Dans le cadre en fait de Lu Xiaoliang, c'est-à-dire qu'il a une approche qu'on pourrait qualifier de mathématique, voire de géométrie, par rapport à la manière dont il filme ses chorégraphies. C'est-à-dire que c'est des films ces chorégraphies sont faites au plan près. Il y a un travail de montage qui est extrêmement minutieux et qui fonctionne, on va dire, sur une approche, pardonnez le terme un peu pompeux, de musicalité du découpage. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui envisageait ses chorégraphies de combat sur deux registres. La première, c'était de revenir à une dimension, on va dire, spirituelle, voire humaniste des arts martiaux, puisqu'auparavant, comme l'a très bien dit Aurélien, Lu Xiaoliang avait été chorégraphe notamment pour Chang Che. Alors Chang Che, pour faire très rapidement une présentation, c'était ce qu'on appelait c'est le pape, on va dire, et pas que, du Wuxiapian, on va dire, assez sanglant, avec très porté sur la virilité, sur la violence, la vengeance, etc. Son œuvre la plus connue, c'est les adaptations de la légende du sabreur manchot, qui ont donné lieu à 3 films, dont le plus connu est La Rage du Tigre, qui a inspiré aussi bien The Zhuark sur son chef-d'œuvre The Blade que Christophe Gans sur Le Pacte des Loups, pour vous donner un peu la diversité. Et John Woo sur l'ensemble de sa filmographie, tout simplement. Et donc c'était, comme l'a dit Aurélien, c'était également le mentor de John Woo qu'il a assisté pendant des années. Et en fait, Lu Xiaoliang, lui, il a pris la décision de faire, qui a travaillé pour cet homme-là justement pendant des années, a pris la décision de revenir sur une valeur plus d'apprentissage. C'est-à-dire que, pour vous donner 2 exemples, dans son classique le plus connu, qui est la 36e chambre de Shaolin,
c'est un récit qui est totalement initiatique. C'est-à-dire qu'on part d'un gars d'un apprenti qui est joué d'ailleurs par Gordon Liu, qui était son frère adoptif, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est son demi-frère. Parce qu'en fait, Liu Xiaoliang, c'est tout un clan. Il y avait aussi Lo Kar-wing, qu'on retrouvera aussi dans beaucoup de ses films, qui est aussi devenu un réalisateur. Donc voilà, c'est toute une famille de cinéma, en fait, Liu Xiaoliang. C'est pour ça qu'aussi, si les chorégraphies paraissent aussi élaborées, c'est que ce n'est pas que le travail d'un seul homme, c'est tout un clan qui met la main à la pâte et qui s'entraident mutuellement. C'est-à-dire que les films réalisés par Liu Xiaoliang, il y a Gordon Liu et Lo Kar-wing qui travaillent aussi les chorégraphies, tout comme c'est la même chose sur les films justement de Lo Kar-wing et Liu Xiaoliang et Gordon Liu qui vont se travailler dessus, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de cette vague, cette proposition humaniste de renouer avec le discours humaniste des arts martiaux, donc qui est déjà dans son chef-d'œuvre, la 36e chambre de Shaolin, il va prendre en fait des codes dans certains de ses films et de ses archétypes qu'il va retourner. L'un des plus célèbres exemples que je mettrai, c'est Heroes from the East, qui est reprend l'idée de l'affrontement entre des écoles, entre guillemets, je mets bien les guillemets, d'arts martiaux hongkongaises et japonaises. Donc en fait, c'est un peu à la manière de ce qu'il pouvait y avoir justement auparavant dans La Fureur de vaincre, le fameux film de Lowe avec Bruce Lee. Et en fait, il va retourner ça en une proposition humaniste, c'est-à-dire que chez lui, en fait, les arts martiaux ne sont pas à être en opposition les uns aux autres. Et en fait, c'est presque un plaidoyer pour la paix entre le Japon et la Chine, à une époque où en fait les relations entre la Chine et le Japon étaient extrêmement tendues suite au contexte de la guerre sino-japonaise qui avait eu lieu quelques décennies auparavant. Voilà, qui est encore une période très douloureuse dans l'histoire de ces deux pays. Mais d'ailleurs, c'est une chose qui est très intéressante chez ce cinéaste chorégraphe, c'est que donc son cinéma a commencé à percer donc, peu après la mort de Bruce Lee. Et donc en fait, Bruce Lee avait été, on peut dire, le début d'un âge d'or du cinéma martial. Mais suite à sa mort, il y a eu un peu une période de crise où tout le monde s'est retrouvé à essayer de faire des films à la Bruce Lee. Donc on a eu des dizaines de clones plus ou moins réussis, souvent moins réussis de Bruce Lee. Et donc le cinéma martial était dans une totale impasse. Et c'est vrai que Liu Xiaoliang a décidé de proposer une toute nouvelle approche et même une nouvelle vision des arts martiaux. C'est-à-dire que là où Bruce Lee avait un style qui était excessivement brutal et agressif, Liu Xiaoliang, comme on disait, était quelque chose sur beaucoup plus sophistiqué et aussi sur une représentation des arts martiaux qui était assez inédite à l'écran. C'est que chez Liu Xiaoliang, l'art martial ne sert pas seulement au combat, c'est une façon de vivre. Donc dans un film comme par exemple Heroes of the East, dont Johan parlait, qu'on connaît en France sous le titre de Shaolin contre Ninja, dans Heroes of the East, on voit de nombreuses scènes où les arts martiaux sont utilisés pour des choses du quotidien. Ça va être par exemple des tâches ménagères vont être accomplies de façon martiale. L'art martial devient vraiment une façon de vivre qu'on appose à toutes les choses du quotidien. Ça va même jusqu'à des séquences comiques qui sont assez drôles, ou des scènes de séduction, de parade nuptiale, où on comprend que voilà, le couple se tourne un peu autour pour ensuite passer une soirée au lit, mais toute cette parade nuptiale en fait est montrée comme une scène d'arts martiaux en fait. C'est-à-dire que vraiment ils vont utiliser des techniques d'arts martiaux en fait pour se rapprocher l'un de l'autre, essayer de se séduire, etc. Et tout le cinéma de Liu Xiaoliang est basé sur ça, sur le fait que l'art martial peut être une continuité d'absolument tout ce qui est constitutif de notre quotidien. Et en fait, il y a la deuxième chose qu'on pourrait dire sur Liu Xiaoliang, c'est qu'en fait, son approche de la chorégraphie, c'est littéralement de la comédie musicale. C'est-à-dire qu'il est le digne héritier de ce que pouvait faire l'âge d'or hollywoodien dans les années 30-40, avec notamment Fred Astaire, Gene Kelly, à tel point que si vous prenez ses chorégraphies, c'est littéralement presque des numéros de comédie musicale, mais en action. C'est-à-dire, quand je dis d'action, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a compris que, instinctivement, le langage du cinéma d'action est la continuité du langage de la comédie musicale et du burlesque. Et pour vous prendre un autre exemple, il y a un très beau film de lui qui s'appelle Les Exécuteurs de Shaolin, qui est une très bonne synthèse de ce qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire c'est à la fois un film de troupe de théâtre itinérante, l'histoire d'un garçon qui est élevé comme une fille par une famille de mentors et qui va devoir, avec une récite de vengeance, mais qui est, on va dire, cassé de l'intérieur.
et où en fait les chorégraphies sont filmées comme pouvait le faire Minnelli, notamment dans des films comme Tous en scène ou même d'autres comédies musicales comme Birdie Berkeley. C'est-à-dire que tous les combattants ont des styles vestimentaires précis, de couleurs différentes, pour que justement, à l'écran, en tant que spectateur, on sache à la fois qui est qui et qu'on ne soit pas perdu en fait dans justement la manière de comprendre la lisibilité de la scène. On va y venir, c'est pour ça. Parce que Stephen Chow est un héritier, en fait, c'est celui de toute cette pratique-là de la Kung Fu comédie, justement. L'utilisation, justement, dans le quotidien, quand ils font à manger, quand ils vont faire de la couture, tout ça, tout est Kung Fu, en fait, dans les films de Stephen Chow. Le football, le basket. Tout à fait. Et d'ailleurs, le film dont Johan parlait, Executioner from Shaolin, c'est un film qui est resté dans la pop culture. Enfin, faut dire, il y a un personnage de ce film qui est devenu une figure assez emblématique de la pop culture, mais qu'on a découvert finalement en Occident 25 ans après sa sortie. C'est le personnage de Pai Mei dans Kill Bill, le vieux maître donc, qui entraîne la mariée. C'est en fait l'antagoniste de ce film, Executioner from Shaolin. C'est ce personnage-là qui a été transposé d'un film à l'autre, littéralement. Et en fait, donc, à partir de Wu Chiang, il va y avoir justement toute on va dire une vague de chorégraphes, réalisateurs qui vont en fait s'embrayer dans son chemin. Et l'un des plus célèbres, c'est, avant même Jackie Chan, c'est Sammo Hung. Oui, alors Sammo Hung, c'est très intéressant d'en parler, c'est-à-dire qu'il a réalisé son premier film 2 ans après le premier film de Liu Xiaoliang. Donc le premier film de Sammo Hung se nomme Le Moine d'Acier. Et ce qui est intéressant chez Sammo Hung, c'est que si on pouvait faire une comparaison musicale, j'aurais tendance à penser que Liu Xiaoliang, son cinéma pourrait s'apparenter à du rock progressif, de par un côté voilà, extrêmement technique, alors que Sammo Hung, c'est du gros métal, du coup. Enfin, c'est quelque chose qui est beaucoup plus violent, agressif, qui vise un impact immédiat. Et donc Sammo Hung, en fait, c'est un cinéaste, je pense que les personnes qui ont, je pense, disons, plus de 30 ans le connaissent, de par une série télé dont il tenait le rôle principal, qui se nomme Le Flic de Shanghai, donc qui était diffusé sur M6 à la fin des années 90 et au début des années 2000, il me semble. Et donc ce type a eu une importance énorme dans l'histoire du cinéma hongkongais. C'est-à-dire que depuis les années 60, il travaillait comme cascadeur, comme chorégraphe sur énormément de films. Donc il a pu travailler avec Bruce Lee, avec le réalisateur célébré dans de nombreux festivals tels que King Hu. En fait, on pourrait résumer le cinéma de Hong Kong à la carrière de Sammo Hung, puisqu'il a travaillé avec absolument tous les plus grands noms de l'industrie de 1960 à nos jours, hein, tout simplement. Et Sammo Hung, en fait, donc, c'est un type qui a été formé dès l'âge de 4 ans, si je ne me trompe pas, dans une troupe d'artistes martiaux qui se nommait les 7 Petites Fortunes au sein de l'Opéra de Pékin. Donc une troupe dans laquelle il côtoyait Jackie Chan, dont on parlera un peu plus tard, ainsi que Yuen Biao. Donc ces trois artistes martiaux ont fait de nombreux films ensemble. Et Sammo Hung se démarque des 2 autres parce qu'il est souvent un peu considéré comme le barbare du groupe. Enfin, vraiment, c'est donc comme je dis, c'est qu'il fait un cinéma qui est extrêmement brutal et qui est entièrement basé sur la rupture de ton. Et c'est quelque chose qui, selon les personnes qui l'ont côtoyé et qui ont parlé de lui ressemble profondément. C'est-à-dire que son cinéma est à son image. C'est-à-dire que Sammo Hung, c'est quelqu'un qui peut paraître excessivement fantaisiste, jovial, avec un humour très paillard, un peu beauf, mais vraiment quelqu'un de chaleureux, jovial, etc. Et qui peut d'une minute à l'autre passer à une forme d'agressivité, de violence assez terrifiante, hein, selon certaines personnes qui l'ont côtoyé. Et son cinéma est à l'image de ça. C'est-à-dire c'est vraiment des films où on va voir des grosses scènes de pantalonnade burlesque avec un humour bien paillard. Et puis d'un seul coup, on va passer sur des excès de violence qui sont des fois limite du cinéma d'horreur. Et son travail de chorégraphie joue aussi beaucoup sur ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir des séquences vraiment un peu façon Jackie Chan avec l'utilisation très numéro du cirque, du décor, des accessoires.
Et puis d'un seul coup, on laisse tomber tout ça, et là, ça devient vraiment des règlements de compte pied-point où le but est littéralement de faire le plus souffrir possible son adversaire. Et ça devient très impressionnant parce que quand on découvre un film de Sammo Hung, on n'est pas forcément prêt pour voir ça. Et donc, comme je disais, c'est un type qui cherche vraiment l'impact. Voilà. Et l'impact peut passer justement par le grand écart, la rupture, comme ça. Et donc, dans ses films les plus importants, il y a un film qui se nomme Prodigal Son, qu'il a réalisé en 1981, donc dont le rôle principal est tenu donc, par un de ses comparses des 7 petites fortunes, qui est Yuen Biao. Et c'est un film dans lequel Sammo Hung pousse tellement loin en fait son idée de déconstruction radicale des codes de la comédie kung-fu, qu'on peut le considérer comme le dernier classique de l'époque old school en fait de la comédie kung-fu. C'est-à-dire que c'est vraiment parce que la comédie kung-fu c'est un genre vraiment qui est basé sur la relation maître-élève. Des choses ça, c'est des choses qu'il a commencé à subvertir un peu dès son premier film. De métrage en métrage, il subvertissait ça de plus en plus. Donc jusqu'à ce Prodigal Son, qui est un film qui se termine de façon totalement inhabituelle, où finalement le manichéisme du genre est totalement renversé, parce que c'est un film dans lequel le héros à la fin, le héros à la fin se bat par haine dans le but de littéralement détruire son adversaire, alors que son adversaire est un type qui se bat uniquement pour la beauté du geste et qui n'est pas du tout conscient de ce que lui reproche le héros en fait. Ce qui fait que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le cinéma, et d'une certaine façon il ne pouvait pas aller beaucoup plus loin en fait dans les codes assez rigides de la comédie, de la kung-fu comédie, ce qui fait qu'ensuite après ce film, il a décidé, ainsi que Jackie Chan et tout ça, d'ancrer les codes du genre dans des films contemporains. Parce qu'en fait, les kung-fu comédies sont tous des films d'époque qui se déroulent généralement au 19e siècle. Et donc dès 1982, ils ont décidé d'ancrer ces codes-là dans un univers contemporain, ce qui a donné quelques années plus tard des films de Jackie Chan tels que Police Story, puisque finalement l'univers contemporain était moins rigide et permettait beaucoup plus de débordement finalement, c'est-à-dire de moins coller à une morale stricte, on pourrait dire ça. En fait, pour rebondir, c'est-à-dire que il y a aussi un phénomène qui va arriver, c'est-à-dire qui est lié à ce que Aurélien vient de décrire, c'est-à-dire que dans les années 70, le studio phare vraiment de l'époque, c'était la Shaw Brothers, qui en fait avait appliqué une politique très simple, c'est-à-dire qu'ils tournaient dans leur propre studio, matin, midi et soir, avec les techniciens de studio et tout, ce qui fait que si vous voyez un film de Yoon Cha-Liang comme Mind Young Anti, qui a été tourné déjà au début des années 80, si je ne dis pas de bêtises, alors que les autres films étaient décidés de tourner dans des décors naturels et tout, vous avez toujours l'impression que c'est un film qui, visuellement, date des années 60, alors qu'en fait, le film est tourné déjà au début des années 80. Et en fait, là, il va y avoir un arrivée donc le fameux studio concurrent, mais qui va vraiment définir, on va dire, tout ce qu'on va retrouver dans le cinéma 80 et 90, c'est la Golden Harvest. La Golden Harvest qui a été fondée par un ancien dissident de la Shaw Brothers, si je ne dis pas de bêtises, donc Raymond Shaw. Et en fait, ce qui a été on y revient encore, ce qui a été son plus grand succès, c'est Bruce Lee, justement, puisque c'était le producteur des films de Bruce Lee et tout. Et en fait, donc lui, en plus, si vous prêtez attention, les films sont tournés souvent cette fois-ci, on revient vers des décors naturels, etc. Et en fait, on va quitter, comme l'a très bien dit Aurélien, les environnements traditionnalistes pour des environnements beaucoup plus urbains avec des décors contemporains. Alors après, dans le cas de Sammo Hung, c'est dans les ruptures de ton, ça aussi, c'est que c'est un très grand styliste, dans le sens où Aurélien a bien dit, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui va mélanger les genres, et quand il parlait d'horreur, l'un de ses plus célèbres films, qui va littéralement créer un genre, c'est un sous-genre, c'est L'exorciste chinois, qui va lancer ce qu'on a appelé la Ghost Kung Fu Comedy. La Ghost Kung Fu Comedy, comme son nom l'indique, c'est des comédies fantastiques avec avec des éléments d'arts martiaux, de magie noire, etc. Et notamment, ça va permettre à Sammo Hung, en fait, ce qui est intéressant, c'est que sur Sammo Hung, sur ce film-là, il va reprendre des éléments qu'on va retrouver dans des films qui ne sont absolument pas fantastiques. Pour reprendre l'exemple de The Prodigal Son,
Il y a toute une scène d'infiltration, très cruelle d'ailleurs, donc c'est pas un spoil hein, parce que ça intervient au milieu du film, c'est la mort de tous les disciples de la troupe de théâtre et d'arts martiaux par une bande de ninjas. Et c'est littéralement filmé comme un film d'horreur japonais des années 60. C'est-à-dire avec des cadres très maniéristes, une photo nocturne qui est très travaillée au niveau des contrastes, etc. Et avec une utilisation du ralenti qui parfois, pour accentuer la violence des coups, arrive vers quelque chose qui est quand même assez cauchemardesque, en même temps que c'est aussi très spectaculaire. Après, Sammo Hung, c'est une bande transition pour arriver sur Jackie Chan, puisque les trois travaillaient énormément ensemble pendant un moment, donc Yuen Biao, Jackie Chan et Sammo Hung, au point qu'ils vont se faire une spécialité justement du mélange des genres, que ce soit dans Well on Meats, donc Soif de justice, qui est un film, une comédie qui se déroule en Espagne et qui se termine par un combat de cap et d'épée à la manière des Trois Mousquetaires. Vous avez également le marin des mers de Chine, qui est en fait à cette époque, comme son nom l'indique, une relecture du film de pirate, mais transposé dans la Chine du 19e siècle, et où en fait le but, c'est aussi important, c'est que Hong Kong va avoir pour habitude de vouloir rivaliser en fait avec les productions américaines de l'époque, notamment la franchise Indiana Jones. Et donc c'est à ce moment-là, on va dire, que Jackie Chan, qui était déjà devenu une star entre-temps, notamment avec ses premières kung-fu comédies comme justement Snake in the Hidden Shadow ou le premier Drunken Master, va exploser à travers ses collaborations avec Sammo Hung et Yuen Biao, et après va faire une carrière solo qui va en faire la mégastar, la plus grande mégastar de l'époque en Asie. Et d'ailleurs, ce qui est amusant de constater, c'est que Jackie Chan, avant de trouver sa voix et sa véritable personnalité cinématographique, c'est quelqu'un qui justement a débuté en jouant les sous-Bruce Lee. C'est-à-dire que, par exemple, il a fait un film réalisé donc, par Lo Wei, le réalisateur des films de Bruce Lee, qui est une suite de La Fureur de vaincre, qui se nomme La Nouvelle Fureur de vaincre. Et justement, c'est un film dans lequel on voit que Jackie Chan n'est pas dans son élément et que fondamentalement, il pouvait pas continuer dans cette voie-là, ça ne lui correspondait pas. Et en 1976, il rencontre un chorégraphe qui était aussi en train de faire ses armes à l'époque, qui se nomme Yuen Woo-ping. Donc Yuen Woo-ping, qui est une personnalité extrêmement importante, car pour faire un bond dans le futur, Yuen Woo-ping se fera connaître en Occident comme étant l'homme qui a réglé les séquences d'action de films tels que Kill Bill ou Matrix, par exemple. Et donc le style de Jackie Chan a été, on peut dire, forgé par Jackie Chan en duo avec cet homme Yuen Woo-ping. Et donc le style de Jackie Chan, pour le coup, c'est quelque chose d'extrêmement acrobatique, encore plus que Sammo Hung, qui était déjà plus acrobatique que Du Xiaoliang, d'extrêmement acrobatique et vraiment radicalement axé sur l'utilisation d'accessoires et de décors. C'est-à-dire que dans un film de Jackie Chan, absolument tout ce qu'on voit à l'écran servira à un moment ou à un autre de la séquence. Et sur ça, c'est ultra jubilatoire parce qu'il y a vraiment une maîtrise de la scénographie qui n'a aucun équivalent à mes yeux, tout simplement. Et le cinéma de Jackie Chan aussi, contrairement à Sammo Hung, Jackie Chan est quelqu'un qui tient à faire des œuvres généralement extrêmement morales, ou avec finalement une violence qui est certes présente, mais qui va tenter d'atténuer le plus possible, alors que Sammo Hung, au contraire, va se vautrer dans les excès barbares. D'ailleurs, Jackie Chan, c'est à un tel point, c'est qu'il s'est de très nombreuses fois brouillé avec des cinéastes qui réalisaient des films de Jackie Chan, et Jackie Chan se brouillait avec eux parce que le résultat était beaucoup trop violent ou immoral, et Jackie Chan voulait vraiment être un modèle pour la jeunesse hongkongaise, et ne absolument pas donner un mauvais exemple aux jeunes, aux adolescents de Hong Kong. Après aussi, ce qui est très intéressant, c'est que, donc comme je le disais, Jackie Chan a forgé son style donc avec Yuen Woo-ping. Et Yuen Woo-ping, c'est un peu une sorte de super synthèse de tous les chorégraphes de l'époque. C'est-à-dire que autant Liu Xiaoliang, Jackie Chan et Sammo Hung sont des types qui ont vraiment une personnalité cinématographique, un style qui leur ressemble profondément et qui est très très affirmé. Yuen Woo-ping, c'est une sorte de caméléon virtuose, je dirais. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est
capable d'absolument tout en termes de chorégraphie, mais qui a un style en fait qui s'adapte toujours totalement au sujet. C'est-à-dire qu'il ne va pas du tout adapter le film à sa personnalité, mais au contraire, il va adapter sa personnalité au film. Ce qui fait que les chorégraphies de Yuan Wuping se ressemblent très rarement d'un film à l'autre. Et aussi, il a une spécificité, c'est que tout comme Liu Xiaoliang, il fait partie de tout un clan, donc, qui est le clan Yuan. Et le clan Yuan, donc, où il y a aussi donc, des types comme Brandy Yuan, Yuan Tact et tout, mais en fait, généralement, ils travaillent ensemble. D'où l'inventivité, l'imagination assez illimitée de leurs travaux, parce qu'il y a toujours quelqu'un pour ajouter une nouvelle idée. Et ce qui est intéressant, c'est que Yuan Wuping, c'est aussi un chorégraphe qui a beau avoir une maîtrise des arts martiaux traditionnels assez dingue, c'est-à-dire que s'il fait du kung-fu orthodoxe un peu à la Liu Xiaoliang, donc c'est-à-dire avec le moins de fantaisie martiale possible, il en est tout à fait capable, tout comme il est capable aussi de transformer, de prendre du kung-fu pour en faire quelque chose de totalement comic book et irréaliste. Genre par exemple, une de ses dernières comédies kung-fu classiques du début des années 80, c'est un film qui s'appelle Miracle Fighter, qui est basé sur des duels de magiciens, où à certains moments, il y a un magicien par exemple qui va animer un pantin en bois, donc il sera animé en image par image ou par des câbles, et un des héros du film va affronter le pantin en bois. Ou par exemple aussi des personnages qui vont se battre, qui vont se séparer de leurs vêtements, les vêtements qui vont continuer à se battre entre eux de leur côté, ou des idées comme ça qui sont complètement folles. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ce type a été débauché sur des projets comme Matrix, parce que justement il arrivait très très bien à mélanger orthodoxie martiale avec velléité de, entre guillemets, délire comic book ou manga live. Et pour rebondir en fait sur ces deux personnalités importantes que sont Jackie Chan et Yuan Wuping, Jackie Chan en fait il va démarrer, donc comme on disait sur la Kung Fu comédie, en fait ce qui va lui faire complètement changer son appréhension de la mise en scène de l'action et des combats, c'est qu'en fait il va tenter une première percée aux États-Unis, notamment parce que la Golden Harvest à cette époque-là cherche à s'implanter aux États-Unis, enfin du moins des ambitions internationales, et en fait il va tourner un film qui s'appelle Le Chinois, réalisé par Robert Klaus, qui était le réalisateur de Opération Dragon avec Bruce Lee. Et en fait ça va être un flop. Il fait même des apparitions dans des productions comme Cannonball avec Burt Reynolds, etc. Mais en fait pendant ce séjour, il va découvrir les films de Buster Keaton, Charlie Chaplin et Harold Lloyd. Et il va être tellement marqué par ça, et parce qu'en plus on lui fait la remarque que dans certains de ses films, il y a un style qui s'en rapproche, qu'il va importer ses influences du cinéma burlesque des origines dans ses propres productions à venir. Et c'est ça qui va marquer vraiment le tournant de Jackie Chan, c'est là où il va vraiment enchaîner les cartons. C'est-à-dire qu'il va y avoir énormément de... C'est-à-dire que l'idée d'utiliser chaque élément du décor à des fins d'action, ça vient de ces personnalités-là, et en particulier de Buster Keaton. Parce que Buster Keaton jouait énormément sur, encore une fois, l'idée que c'est-à-dire que Jackie Chan reste quelqu'un de souple, fixe, mais en même temps qui ne fait qu'un avec le décor, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tous ces grands classiques, donc de Police Story, Le Marin de Chine, encore une fois, jusqu'à sa tentative d'émuler Indiana Jones avec Mr. Dynamite et Opération No Condor. Sa franchise donc Armure en God, c'est quelque chose qu'on va retrouver qui va, à tel point qu'on en parle comme d'un des héritiers directs de cette époque, jusqu'à ce qui est celui que vous connaissez tous maintenant. Et aussi, il y a une autre influence, c'est Belmondo. C'est le cinéma français de Belmondo, puisqu'il le dit lui-même, il avait été très marqué par les collaborations de Jean-Paul Belmondo avec Philippe de Broca, notamment sur L'Homme de Rio et Les Tribulations d'un Chinois en Chine. Donc, ce qui fait que Jackie Chan, c'est devenu une synthèse de ces deux-là, qu'aujourd'hui reprend un petit peu à sa manière, mais de manière beaucoup plus différente et moins physique, mais beaucoup plus basée sur le spectaculaire des scènes, bien évidemment Tom Cruise en fait. C'est-à-dire que Jackie Chan, c'est la continuité de littéralement l'héritage du burlesque et de Belmondo. Et après Jackie Chan, on arrive plus sur des scènes d'action, enfin sur un traitement de l'action physique au cinéma, dont Tom Cruise est un des derniers représentants, même si lui, bien, comme Jackie Chan ces dernières années, il ne faut pas se leurrer, énormément doublé, du moins à des doublures numériques, etc., par précaution. Et là-dessus, c'est la même chose pour Yuan Wuping, comme il a très bien dit Aurélien, c'est qu'il a un style caméléon, et surtout,
c'est un truc qui est très important à dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez beaucoup de featurettes sur les acteurs hollywoodiens notamment, je pense que vous avez tous dû voir peut-être des featurettes sur les dernières productions Marvel ou sur Bird of Prey, Tenet, etc. où on voit les stars comme John David Washington ou Margot Robbie qui s'entraînent et tout. Alors ça, je tiens à dire, c'est très très respectable de leur part et c'est un truc qu'on ne peut pas leur en vouloir de ne pas être des figures comme Jackie Chan et ça, parce que c'est littéralement impossible, et ça c'est un truc qui est très important de rappeler, puisque les entraînements qu'avait Jackie Chan et tout, c'était il y a une anecdote qui résume tout le truc. Lorsque Jackie Chan avait fait son école d'arts martiaux, quand il était jeune, il avait un contrat qui disait à ses parents, s'il meurt, l'école n'est pas responsable. Oui, voilà. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut vraiment parler d'un âge d'or du cinéma martial. C'est que donc une des raisons qu'on évoquait précédemment, c'est que les films qui ont été faits à cette époque ont eu une importance de par le fait qu'ensuite ils ont eu une influence énorme sur la production hollywoodienne des décennies à venir, ne serait-ce donc par rapport à Matrix, voire même d'autres films tels que les X-Men par exemple, qui étaient chorégraphiés par un certain Corey Yuen dont on n'aura pas le temps de parler, mais qui faisait aussi partie des 7 petites fortunes. Donc vraiment le cinéma d'action hollywoodien a totalement puisé dans ce qui se faisait à Hong Kong à l'époque. Et aussi, si on peut considérer ça comme un âge d'or, c'est tout simplement, c'est que par exemple donc les 7 petites fortunes, cette troupe d'artistes martiaux qui ont été formés à l'Opéra de Pékin, ce sont des personnes qui ont été, comme je le disais tout à l'heure, formées dès l'âge de 4 ans à l'art martial, donc en tant que sport de combat, en tant que, que pur spectacle de cirque. Ils ont eu donc toute une formation donc, de pratiquants, de chorégraphes, d'acteurs, de danseurs, de chanteurs aussi. En fait, énormément de disciplines étaient abordées donc, dans leur formation où ils travaillaient des dizaines d'heures par jour. Et donc avec un entraînement qui peut paraître totalement inhumain, comme le disait Johan, dans le contrat, s'il meurt, voilà. Et donc ils ont vraiment atteint, un niveau de maîtrise qui ne peut pas avoir d'équivalent en fait dans le cinéma actuel. Parce que Dieu merci, les acteurs de cinéma d'action récents ne sont pas formés de cette façon-là. Tant mieux pour eux, ça leur évite des souffrances. Mais après, c'est vrai qu'en tant que spectateur, on peut se dire que on a vu une apogée, un pic qui peut-être ne se reproduira plus dans l'histoire du cinéma. Mais qui tient aussi pas qu'au fait parce que c'est vrai qu'on confond souvent les choses, c'est pas juste le fait qu'ils faisaient ça pour de vrai, c'est le fait qu'ils étaient très bien mis en scène. C'est-à-dire que la chorégraphie était extrêmement liée à la mise en scène, en fait, aux soins apportés, à ce qu'on appelle le découpage, l'agencement des plans, le montage, et surtout, il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est pas un hasard, énormément de ces films-là étaient tournés en cinémascope. Parce que justement, vous aviez une grande profondeur de champ dans l'image et vous pouviez jouer sur les différents niveaux de cadre, à l'intérieur avec la figuration, etc. Ce qui faisait que vous aviez une plus grande, encore une fois, lisibilité de l'action qui pouvait être décuplée à l'écran. Et pour rebondir, il y a quand même des gens qui... Vas-y. Oui, et d'ailleurs, ce qu'il disait sur la mise en scène, c'est qu'il y a une chose aussi qui est très intéressante, c'est de savoir comment se tourne une séquence d'action. Alors je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Comment se tourne une séquence d'action à Hong Kong et comment se tourne une séquence d'action à Hollywood. C'est-à-dire que souvent à Hollywood, va y avoir donc, des caméras avec des focales longues pour les gros plans et des caméras avec des focales courtes pour les plans larges. Donc ils vont tourner toute une séquence avec les caméras qui vont être disposées en fait sur le plateau pour enregistrer l'intégralité de la séquence de combat. Donc avec comme je disais la caméra large qui capte et ensuite les gros plans. Et en fait cette disposition de caméra va être posée donc comme je disais pour l'intégralité de la scène d'action. Donc finalement ce qui limite les points de vue. Alors qu'à Hong Kong ils ont une façon totalement différente de tourner l'action. C'est-à-dire qu'au lieu de tourner toute une séquence entière avec des caméras disposées à un endroit sans ensuite les déplacer durant la confection de la séquence, à Hong Kong, ils vont tourner un échange de 2-3 coups en posant les caméras à un tel endroit, en se disant de les poser à l'endroit où ça valorise le mieux possible en fait le mouvement de l'acteur pour vraiment avoir un cadre avec de l'impact, de la lisibilité. Donc comme je disais, ils vont tourner un échange de 2-3 coups
voilà, avec une disposition de caméra. Ensuite, une fois que l'échange est terminé, ils vont ensuite redéplacer les caméras, les lumières, pour à nouveau pouvoir capter avec la meilleure prise de vue, etc., l'échange suivant. Et ce qui fait que finalement, on a l'impression que chaque coup est très bien mis en valeur en fait, par la mise en scène, par le découpage. Et ça aussi, je trouve que c'est vraiment une valeur ajoutée du cinéma de Hong Kong sur la confection des séquences d'action. Et c'est quelque chose qui, ensuite, commence à se faire de plus en plus à Hollywood, étant donné qu'il y a des réalisateurs comme Edgar Wright, par exemple, qui a fait Scott Pilgrim ou Le Dernier Pub avant la fin du monde. Il travaille de cette façon-là, ces séquences d'action. Et même, il y a même certains films de Marvel où ils ont essayé ça. Genre, par exemple, Shang-Chi. Les chorégraphies de Shang-Chi sont réalisées par un type qui nous a quittés récemment, qui est mort assez jeune, qui se nomme Bradley James Allen. Bradley James Allen, qui est un disciple de Jackie Chan, qui a d'ailleurs tourné dans certains films de Jackie Chan et qui a affronté Jackie Chan aussi dans ses films. Et Bradley James Allen, il a vraiment une façon de mettre en scène le combat qui est hérité de la façon de faire de Hong Kong. C'est pour ça que, par exemple, si on regarde un film comme Shang-Chi, bon, on en pense ce qu'on en veut, mais Shang-Chi finalement, a des séquences d'action qui sont tournées de façon beaucoup plus lisible et avec une mise en valeur des coups qu'on ne voit généralement pas dans les autres Marvel. Parce qu'il y a vraiment cette façon de faire à la hongkongaise. Et on pourrait citer un autre exemple dans Les Héritiers, c'est l'équipe de la chaîne YouTube Martial Arts Club, qui a justement été fait de la figuration sur Shang-Chi, donc c'est les frères Lee, je crois, c'était l'un des Lee, notamment, et en fait, ils sont géniaux. Si vous avez vu, qui a vu dans la salle par hasard Everything Everywhere All at Once? Voilà, bon, bah, c'est eux qui en fait jouent dans le film et sont en fait des chorégraphes en fait, qui ont été repérés par les Daniels justement sur YouTube, sur leur chaîne YouTube, que je vous invite d'ailleurs à aller voir. Et en fait, ils sont des fans de Jackie Chan et de Sammo Hung. Et en fait, justement, ils ont démarré en se faisant connaître, en faisant par exemple des vidéos YouTube sur le combat de Avengers Endgame, mais version Kung Fu Comedy. Et ils ont fait justement des pastiches de Mr. Vampire, l'exorciste chinois, les films de Bruce Lee. Et en fait, si vous voyez, ils ont essayé sur le film des Daniels de reproduire des schémas de Kung Fu Comedy. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, il y a une idée toute simple dans le film et qui est très bien gérée. C'est l'idée que le film est en 4/3 et au moment où les scènes d'action se déploient, on passe à un format scope en fait. Et de manière à ce que justement les scènes soient lisibles et tout. Et même les gags un peu graveleux que vous avez dans le film, avec le fameux... avec le trophée. Le trophée, c'est des scènes typiques de ce qu'on pouvait avoir chez Sammo Hung et consorts. Et chez Sammo Hung, ça dure tout le film. Voilà, ce genre de contraste et tout. Et je citerai un dernier exemple, c'est qui peut surprendre, vous avez ça aussi dans le film, chez Peter Jackson, qu'on n'a pas beaucoup cité, mais sur deux de ses films notamment, qui sont Brain Dead, sa comédie d'horreur qu'il avait fait, de gore, il a fait dans les années 90, qui est de son propre jeu un hommage à Jackie Chan, et le film Fantôme contre Fantôme, qui est une relecture, en fait, qui est une sorte, on va dire, d'hommage déférent, on peut dire, au genre de la Ghost Kung Fu Comedy, mais transposé dans un cadre, on va dire, dans un cadre occidental, voilà, qui reprend énormément d'éléments de ce type de film. Et puis pour en revenir plus sur la Chine Hong Kong, on parlait tout à l'heure justement, Stephen Chow, c'est peut-être même l'un des derniers qui a essayé de garder cette tradition de la Ghost Fu Comedy, pardon, je m'embrouille, de la Kung Fu Comedy à travers Crazy Kung Fu, même ses points films comme Bon Baiser de Pékin, etc., jusqu'à aujourd'hui. Voilà. D'ailleurs, à ce titre, pour ceux qui sont anglophones, je recommande chaudement de visionner les vidéos d'une chaîne cinéma qui se nomme Accented Cinema, donc qui est principalement axée sur le cinéma asiatique. Et justement, le créateur de cette chaîne a fait une vidéo sur Stephen Chow et en particulier le film Crazy Kung Fu, en expliquant que Crazy Kung Fu est d'une certaine façon un peu le dernier très grand film de Kung Fu du cinéma hongkongais, car
il est la synthèse de 3-4 décennies de cinéma d'arts martiaux et qu'il arrive à rendre hommage et à assembler de façon organique absolument tout ce qui créait le cinéma de cette époque. C'est-à-dire c'est un film dans lequel on va retrouver autant du Sammo Hung que du Lee Chiang, que du Jackie Chan. Il a vraiment réussi à synthétiser tout ça dans un seul film qui restera un des derniers très grands classiques du cinéma d'arts martiaux. Et sinon, j'étais en train de penser qu'en tout début de conférence, j'ai oublié de préciser que donc le personnage de Wong Fei-Hung, donc qui était ce héros justicier qui ensuite a formé des disciples qui sont à la source du cinéma d'arts martiaux hongkongais. Cette figure, Wong Fei-Hung, a donc été interprétée par Jackie Chan, donc dans les Drunken Master. Drunken Master 1 et 2 sont des films sur Wong Fei-Hung. Et après, il y a aussi un autre interprète qui a joué Wong Fei-Hung dans une série de films qui sont absolument formidables. C'est la série des Il était une fois en Chine, donc réalisée par Tsoyar, dans lesquels Wong Fei-Hung est joué par Jet Li, du moins dans les 3 premiers et le dernier film de la série. Et voilà. Des questions? Ah oui, et donc les Kung Fu en Chine qui sont en grande partie chorégraphiés donc, par Yuen Woo-ping dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Absolument tout est lié. En fait, c'est vraiment un univers où tout se rassemble, le cinéma de Hong Kong. D'ailleurs, c'est ce qui rend ce cinéma assez passionnant parce qu'on a vraiment l'impression que souvent on dit oui, le cinéma est une grande famille, mais le cinéma hongkongais, c'est clairement le cas. Donc ensuite, voilà, si vous avez des questions. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler du film Le Maître chinois avec Jackie Chan? C'est Drunken Master en fait, le premier. C'est dans. C'est quel master? C'est oui, Le Maître chinois, c'est le titre français du premier Drunken Master. Avec la technique de Madame Wu et de l'homme ivre. Et de l'homme ivre, oui. Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, c'est un film, c'est intéressant parce que donc la figure dont on parlait de Wong Fei-Hung a été dans les films qui ont été faits sur lui dans les années 50, 60. Wong Fei-Hung, c'était vraiment le représentant de la morale chinoise dans tout ce qu'elle avait de plus rigoureuse et stricte. Donc c'était un personnage qui était quand même assez dénué de fantaisie. C'était vraiment le grand maître, voilà, sérieux, très très rigoureux, quasi confucéen. Et donc Jackie Chan et Yuen Woo-ping, quand ils ont fait Drunken Master, ils se sont dit on va totalement dépoussiérer ce personnage et en faire quelque chose de nouveau. Et donc ils en ont fait cette espèce de jeunes chiens fous totalement indisciplinés et qui finalement arrivent à trouver un certain équilibre et discipline dans le fait de se bourrer la tronche pour se battre. Donc ce qui est vraiment une vision totalement subversive du personnage pour le coup. Ouais, je sais que c'est un des films notamment qui a servi d'inspiration pour le manga Dragon Ball après. Oui, alors celui-ci est le film, parce qu'en fait les 2 premiers films réalisés par Yuen Woo-ping et dans lequel joue Jackie Chan sont donc, il y en a qui c'est Snake in the Eagle Shadows et Drunken Master, qui ont été faits, je crois, à 1 ou 2 ans d'écart, qui sont 2 films qui sont très proches. Et Snake in the Eagle Shadow, justement, a été un des principaux modèles de Dragon Ball, ne serait-ce que pour certaines postures de combat où Toriyama a voulu lui-même avoir enregistré des films sur VHS, mis sur pause, et redessiner les postures de combat pour ensuite les intégrer dans son manga. Et aussi, il y a un des principaux antagonistes de la période enfant de Dragon Ball, qui est Tao Pai Pai. Et Tao Pai Pai, c'est un copier-coller du méchant de Snake in the Eagle Shadow, donc qui est la première collaboration entre Jackie Chan et Sammo Hung. C'est littéralement le même personnage. Merci pour la conférence. Vous avez parlé un peu de l'héritage justement de ces acteurs du film d'art martiaux hongkongais. Pour vous, justement, comment vous voyez les choses évoluer? Vous avez parlé des graphiques Gamer à la toile, ce qui est un film très récent. Qui ont fait une lecture vraiment très moderne. Est-ce que vous pensez qu'on pourra avoir ce genre de choses-là un peu à l'avenir, même ne serait-ce que chez Marvel avec Shang-Chi ou dans un cinéma plus important? Alors, en fait, ce qui est assez marrant, c'est peut-être parce qu'on fonctionne comme des effets cycliques sur les modes,
Mais là, on arrive à une époque où la tendance, c'est de nouveau la fin des années 80, on quitte là clairement les années 80 pour arriver sur la mode des années 90. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les années 90, c'est à ce moment-là que le cinéma hongkongais a explosé sur le devant de la scène internationale, justement, avec l'influence que ça a eu notamment à Hollywood et même partout en Europe. Pour vous donner un exemple, il y a même des cinéastes aussi différents que Tony Scott, Jean-Marie Poiret, Olivier Assayas, comme je disais, les Wachowski, enfin voilà, qui ont été influencés par ce cinéma-là, mais où c'était visible. C'est-à-dire que vous aviez clairement l'idée de faire rencontrer la culture asiatique avec la culture occidentale. Et là, depuis quelques temps, on commence à réavoir ça aussi bien d'un point de vue culturel, notamment parce qu'il y a un gros revival, alors notamment dans le milieu cinéphilique vis-à-vis du cinéma d'Asie. Et notamment, comme on a dit précédemment avec Shang-Chi ou Everything Everywhere All at Once, qui sont clairement des... Alors il y en a un qui est un héritier, l'autre c'est une déclinaison de Marvel, mais qui ont clairement eu une volonté de faire ça, plus la saga John Wick qui reprend justement, qui est fait en fait par des chorégraphes, des anciens assistants de Whooping sur les Matrix, qui justement essaient de relancer ça. Mais après, est-ce que c'est dû à un phénomène cyclique ou pas ? Je pense que c'est peut-être plus dû au fait que ceux qui ont grandi avec ces cinémas-là et cette culture-là au tournant des années 80-90 sont en âge d'avoir des postes clés dans cette culture-là et naturellement veulent, entre guillemets, ressusciter toute cette culture-là avec laquelle ils ont grandi. Par ailleurs, il y a aussi un autre aspect qui est intéressant, que je viens d'oublier. C'est qu'en fait, au niveau de l'influence de l'Asie, pendant très très longtemps, oui c'est ça, pendant des décennies, les deux pôles, on va dire, culturels sur lesquels il y avait une énorme influence de l'Asie à l'Occident, c'était Hong Kong et le Japon. Et à l'heure actuelle, on pourrait dire que ça s'est déplacé, on pourrait dire que l'influence qu'a eu le Japon et Hong Kong, c'est désormais, en termes de pop culture générale, ça s'est déplacé du côté de la Corée du Sud et de l'Inde. Notamment avec, je pense, est-ce que certains par hasard ont vu les blockbusters de S.S. Rajamouli, style La légende de Bahubali, Triple R, voilà, et qui sont clairement, en fait, on retrouve en fait dans ces films-là un véritable état d'esprit qu'il y avait dans le cinéma de Hong Kong des années 80-90, mais du côté de l'Inde et de Tamoul. Alors, c'est le cinéma de Tamoul, c'est ça ? C'est ça. Cinéma Tamoul. Et je dirais que pour tout ce qui est le reste, c'est plutôt la Corée du Sud. D'ailleurs, ce qui est assez marrant pour terminer, c'est qu'en Corée du Sud, il y a un réalisateur qui s'appelle Ryun Sung-hwan, qui a démarré sa carrière à la fin 90, qui s'appelait, avec un petit film à sketch indépendant qui s'appelait Die By, qui depuis est devenu réalisateur de nombreux blockbusters comme Battleship Island, City of Violence, qui lui, déjà à l'époque, essayait de transposer les codes du cinéma d'arts martiaux hongkongais dont il était fan depuis son enfance, puisqu'il le dit lui-même, c'est les films de Chang Che et de Bruce Lee qui avaient donné envie de faire du cinéma, dans ses œuvres. Il y a de ça. Pareil, on n'a pas parlé de ce qui avait lieu à la même, parce que ça c'est un autre chapitre, mais dans les années 70, des années 70 jusqu'au début jusqu'à maintenant, au Japon, il y avait toute une culture du cinéma d'arts martiaux, notamment aussi bien les films de samouraï, etc., mais surtout avec l'arrivée d'un acteur qui nous a quittés malheureusement il y a quelques temps, qui s'appelait Sonny Chiba, qui était la réponse, on va dire, japonaise au cinéma de Bruce Lee, qui a fondé une école d'arts martiaux, qui a fondé justement une école d'arts martiaux où en fait tous les jeunes cascadeurs faisaient justement, après on était tous dans des séries de tokusatsu, que ce soit des Kamen Rider, des Super Sentai, etc. Certains de ces acteurs sont devenus depuis des stars. Je pense à Etsuko Shiomi, qui était une actrice formidable, qui a notamment fait des séries B excellentes, comme Sister Street Fighter. Et il y a un acteur que vous connaissez tous, même sans connaître son nom, que vous avez vu soit dans les Avengers, soit dans Le Dernier Samouraï, etc., qui s'appelle Hiroyuki Sanada, qui est justement l'acteur japonais, peut-être probablement le plus connu, ou du moins à l'Occident, et qui était un de ses élèves depuis son enfance, en fait. Et je terminerai dessus, c'est que... Et qu'on a vu dans de nombreux films, justement, hongkongais de cet âge d'or, voilà, des années 70-80. Et par contre, il faudra conclure, on m'a dit. Et pour conclure, il y a même des cascadeurs français qui vont se former au Japon. Voilà.
film hongkongais n'a pas baissé justement dû à un problème, et surtout en ce moment, de politique et de liberté d'expression? Alors, oui, pour répondre rapidement, car on s'excuse, mais on va devoir donc laisser place voilà, à la prochaine conférence. En fait, oui, ça a eu un impact très fort sur le cinéma de Hong Kong, pour la simple raison, c'est que les personnalités phares ont décidé de migrer à cette époque et justement d'aller travailler à Hollywood. D'où le fait que Jackie Chan est allé faire des rush hours, des choses comme ça, pour ensuite revenir à Hong Kong un peu plus tard. Pareil, des types comme John Woo qui sont partis faire des films comme Volte-Face, des chorégraphes comme Liu Bing qui sont partis faire du Kill Bill, du Matrix et tout, ce qui fait que à Hong Kong, finalement, ils avaient beaucoup moins de force vive dès la rétrocession, ce qui a fait progressivement couler leur cinéma, on dira. Sans parler effectivement des problèmes de censure, etc., qu'il y a à l'heure actuelle. Il leur restait quand même Donnie Yen. Bien sûr. Ah oui, mais Donnie Yen, justement, oui, qui la relève de Liu Bing, clairement, oui, en tant que chorégraphe, oui, bien sûr.